Il y avait monsieur derrière au fond en rouge qui avait une réaction. Moi, j'ai une petite question, mais peut-être à répondre après et voir qui peut y répondre. Moi, j'ai été quand même très surprise des grands mouvements de grève en Italie. Énorme, 2 millions de personnes, de travailleurs en grève ces derniers jours. Sur mobiliser, alors d'après ce que j'en ai compris quand même sur la question de la Palestine. Et du coup, je serais intéressée d'avoir une réaction par rapport à ça, ou voilà, une lecture de pourquoi c'est pas la même chose en France, par exemple, voilà, et quels ont été le terreau des possibles de mobilisation aussi importante de travailleurs. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci pour, euh, pour donner la parole. Merci aussi pour toutes les interventions. Je m'appelle Julien, je viens là d'Ardèche. Je voulais réagir. Moi là en ce moment, il y a pas mal, je bosse pas mal là, pas mal. Et en ce moment, il y a pas mal de grèves, de manifs, etc. Et ça me gave un peu. J'ai un peu du mal avec ces trucs de réactionnaires sur un agenda qui n'est pas le nôtre en tant que peuple. Alors faire bloc, faire peuple, ça m'a appelé, surtout là de la part de Malika, de Détercité. Enfin, ça m'a grave parlé. Et de construire en fait déjà à la base cette idée de peuple, cette idée de faire un seul corps, de pas être avec des membres comme ça disséminés. Et du coup, me voilà aujourd'hui. Mais on parle de décolonialisme et j'ai à cœur aussi souvent de rappeler aussi, enfin justement au côté de internationaliste des luttes et même sans aller trop loin en fait, enfin on parle en France, au Kanak, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane, où ça bouge aussi, ça bouge beaucoup. Là on les a pas mentionnés là jusque tout à l'heure là. Et du coup, enfin voilà, je voulais rappeler un peu ces aspects de la France. Et voilà, je suis un peu perdu, pardon, je suis un peu fatigué, donc j'arrive pas à construire vraiment mes pensées, mais Je pense que c'était assez clair. Merci beaucoup. Et alors, il y avait une autre question ici. Et pour réagir, alors on va prendre plusieurs questions, puis on va peut-être faire des réponses un peu globales. Mais je trouvais que quand on a préparé l'événement, j'ai proposé à Yessa de la présenter comme militante antiraciste. Et elle m'a dit non, surtout pas. Elle m'a dit je suis militante décoloniale. Et du coup, je trouve que c'est peut-être intéressant qu'Yessa puisse parler de ça, en tout cas en réaction à ce que disait Julien sur les différents mouvements Kanak, etc., liés à la colonisation. Oui, Pierrick, je suis sur Valence. Je suis aussi à LFI d'ailleurs. Mais je voudrais essayer de donner quelques éléments pour, en fonction de tout ce qui a été dit d'ailleurs, avec lequel je suis globalement d'accord, pour essayer de délimiter ce qu'est l'électorat du RN et comment on peut éventuellement en partie aborder ça. Bon, il y a 2 ans, j'étais aux amphis de LFI à Valence, à côté. Et j'ai assisté à une conférence de Piketty et Cagé, qui m'a quand même, où j'ai retenu des choses que je trouvais importantes. C'est que si on fait l'analyse des résultats, il faut d'abord regarder, enfin électoraux, après il y a ce qui se passe dans la société et dans les 2 classes directes. Il y a eu d'abord massivement l'abstention à gauche devant la trahison, devant le fait que les partis dits de gauche, l'Union de la gauche, a repris les mesures de destruction de la bourgeoisie. Et a fini par aboutir d'ailleurs à Macron. Et dans un deuxième temps, il y a eu l'électorat populaire de droite qui a glissé vers le RN. Parce qu'il se prenait de la part de la droite et de la gauche strictement les mêmes mesures, et donc de leurs propres députés. Il faut rappeler, je pense que sous De Gaulle, il y avait 30% de la classe ouvrière qui votait De Gaulle. Donc c'est pas une question forcément nouvelle. Et est-ce qu'il faut qualifier simplement de ces gens-là, les 30% d'ouvriers, etc., d'arriérés racistes? Effectivement, c'est une part des problèmes. Et comment ouvrir une issue à ces couches-là? Et je pense que la question essentielle dans toutes les situations qui viennent, enfin où on est, c'est être à la hauteur. Être à la hauteur dans les affrontements qui arrivent et qui sont commencés.
Et dans ce cadre-là, dans cette préparation de l'affrontement généralisé où on est en plein dedans actuellement, je pense, ça inclut effectivement l'affrontement pour casser les opérations racistes, pour que tous ceux qui en sont victimes fassent bloc, pour qu'il n'y ait pas d'isolement, enfin tout ce qui a été discuté ici. Et je pense que c'est en ayant cette démarche qu'on peut rallier ce genre de couches à la force qui ouvre une issue. Alors, c'est peut-être schématique, mais je pense que c'est vraiment une réflexion que j'aime. Merci beaucoup. Il y avait monsieur ici, ou monsieur ici, et après il y avait les interventions là-haut, et puis peut-être qu'après ici, et après peut-être qu'on va permettre de répondre. L'idée c'est qu'on tienne le timing, parce qu'on est obligé de laisser la salle à 17h maximum, et pour que les gens puissent manger et profiter aussi. Donc voilà. Tous les intervenants ici sont là toute la journée, donc il y a aussi la possibilité de discuter dans les espaces informels. Donc, je voulais un peu réagir par rapport à ce que monsieur évoquait par rapport à la notion de nation. Moi, j'ai deux problèmes avec ça. J'ai le premier, c'est le problème lié au national-socialisme, où ils ont choisi, les bourgeois, de proposer une stratégie avant la Deuxième Guerre mondiale de nationaliser le socialisme pour diviser le mouvement socialiste qui était international auparavant, et puis de surtout pas tenir parole derrière. Et puis l'autre problème, c'est que je considère qu'au niveau de la France, le pays est trop grand pour être gouverné de manière démocratique, qu'il y a un peu peut-être aussi cette notion de colonisation à appliquer au pays lui-même, en disant peut-être qu'il n'y a pas juste un pays français, mais qu'il y a plusieurs pays au sein de la France qui ont aussi été colonisés, qu'il y a une diversité des peuples au sein même de la France originellement, et que moi je préférais parler de fédération dans une optique anarchiste plutôt que de nation. Je trouve ça plus pertinent et précis, et ça indique vraiment l'idée de décentralisation du pouvoir et de collectivisation. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de la notion de nation, où il y a une sorte de glorification. Je pense encore aux équipes de foot et tout ça qui exacerbe un peu cette fierté nationale qui me semble pas à propos. Voilà. merci beaucoup. Il y avait des interventions en haut, et on prendra une dernière question aussi en bas. Bonjour. Merci beaucoup d'organiser cet événement. Je voulais poser vraiment une question pour une fois. En fait, c'est que je vois que l'événement s'appelle Faire Bloc, Faire Peuple, et que beaucoup de vos affinités, vos manières de vous organiser, c'était en réaction à des événements. Et je voulais savoir, c'était quoi la place que vous laissiez à s'organiser en dehors du calendrier hyper foireux qui se passe politiquement. En fait, c'est quoi la place à ce qu'on a de vraiment se créer des imaginaires quand on est quand même dans une situation d'urgence. Voilà. Et que moi, je suis hyper intéressée par cet aspect aussi très local, qu'en fait, on fait des luttes aussi sur un territoire, parce que c'est pas les mêmes choses en fonction de là où on habite. Donc voilà, aussi, si vous avez des pistes sur comment s'organiser aussi potentiellement sur les territoires ruraux, je suis preneuse. Voilà, merci. Merci. Une dernière question. Il y avait camarade en bas. Après, juste une petite précision par rapport à la question qui vient d'être posée. C'est vrai qu'en fait, on a travaillé cet événement au mois de juillet. On s'est inscrit dans aucune logique ni électorale, ni mouvements sociaux à l'époque, puisqu'on est vraiment... Enfin, même l'appel, il date de juin, d'ailleurs. Mais nous, on a décidé de le faire de mars, pardon, en juillet. Et en fait, c'est vraiment une lutte de tranchées à long terme où on s'inscrit pas dans des logiques électorales. Alors, ça veut pas dire que on va pas se questionner dans les échéances et la question du vote, du non-vote, etc. Ça, c'est vraiment des consciences fondamentales. Où Yessa pourrait, du coup, même réagir, parce qu'elle a fait une belle intervention aux universités d'été cet été sur cette question. Mais vraiment, on est sur une stratégie à moyen terme, long terme et permanente, en fait. Voilà. Où on construit ensemble tout le temps. Voilà.
Je vais laisser la dernière question. Désolée, c'est pas vraiment complètement une question. C'est peut-être une réaction. C'est très bien aussi. En tout cas, moi, je trouve en effet que c'est très précieux juste de poser la question de faire peuple, faire blog, faire peuple, tout court. Et parce que j'ai un petit frère de 20 ans qui s'appelle Ayman. Et aux dernières élections, il s'est rendu compte que ses potes allaient voter tous Bardella. Donc, c'est plus ses potes. Mais en fait, ils ont voté juste par une question identitaire, en fait. Juste une question de se ressembler et puis ce côté vraiment glorifier, le côté être français, etc. Et donc, mon questionnement, c'est toujours... ça fait longtemps que je me dis, là, en fait, la gauche, il y a un peu un vide en face, je trouve. En fait, il y a une intersectionnalité des luttes, il y a des identités plurielles, etc. Enfin, on reconnaît une France avec une identité plurielle. Mais est-ce qu'il y a justement, qu'est-ce qui nous rassemble? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous rassemble en termes de communauté d'intérêt? Et j'ai l'impression que face à l'écrasement et à la violence de l'État et de multinationales et de tout ce pouvoir politico-médiatique, il y a une communauté d'intérêt. Et là, il y a même au niveau, avec ce mouvement de réaction au génocide à Gaza, il y a une communauté d'intérêt internationale. Il y a une reconnaissance de la violence des États, puisque c'est des États complices contre les peuples. Donc, d'ailleurs, là, on se réunit à Crète tous les soirs sur le pont. On a écrit une banderole, c'est pouvoir au peuple, avec un X et avec un S. Et donc, cette question de la France, elle a toujours été plurielle, mais historiquement, il y a une histoire de la France. Donc après, il y a la question de est-ce qu'on reste sur une échelle de la France ou pas. Mais pour l'instant, dans cette République, dans son fonctionnement, on a l'impression que politiquement, c'est important moi, c'est ma vision, de se penser aussi comme peuple français, et en reconnaissant toute son histoire, en questionnant justement cet héritage colonial, mais avec une identité propre, en fait, cette identité française qui est l'héritage de toute cette histoire. Et comment on la... C'est une question à moi-même aussi, parce que comment on la voit finalement pas que en négatif, mais aussi en positif. J'ai l'impression que c'est ce qui nous manque, en tout cas. Et moi, même personnellement, jusque-là, j'avais pas... Enfin, j'aime mon pays, je suis attachée à mon pays, à mes pays. Mais le manque de réaction face au génocide à Gaza, clairement, me touche beaucoup et me fait me demander vraiment c'est quoi ce peuple, quoi. C'est quoi ce peuple, clairement. Il y a une incompréhension, même si je sais le racisme, je sais l'islamophobie, on la connaît depuis longtemps. Mais quand même, à ce point-là, franchement, j'avais vraiment une autre vision du peuple français. Malgré le racisme, je pensais qu'il y avait des choses qui dépassaient ça. Et donc, on connaît le pouvoir de la propagande et notamment des médias qui appartiennent à des milliardaires qui sont racistes. Et donc, nous, on est là à se dépatouiller avec nos petits moyens dans la rue, etc., à parler avec les gens, à faire du porte-à-porte et tout. Mais voilà, il y a quand même... Moi, ça me pose vraiment question. Par exemple, vous avez dit que dans le RN, les classes populaires blanches se reconnaissent et donc finalement elles votent RN parce qu'elles se reconnaissent, mais aussi les classes populaires bourgeoises blanches peuvent se reconnaître et voter du coup dans le RN. Et moi, ça me pose la question de est-ce qu'il faut se reconnaître, enfin est-ce qu'il faut que ce soit vraiment identitaire pour adhérer à un projet? Est-ce qu'il n'y a rien d'autre à proposer? Et j'ai toujours cette crainte qu'en face, la gauche propose des segments d'identitaires, en fait. Segmente la France en plusieurs identités, alors qu'en fait, on a plusieurs identités à l'intérieur d'une identité commune. Enfin, voilà, ça, c'est ma vision. Et pour moi, c'est ce qui pêche, en tout cas, j'ai l'impression, dans le discours et comment est perçue la gauche. Enfin, peut être perçue la gauche. Donc, merci. Pour essayer de résumer, je pense que vraiment il y avait la question un petit peu du vote RN qui est ressorti en tout cas, et Hello était OK pour y répondre un petit peu. Il y avait la question de la nation
qui questionnait aussi, et après l'intervention de Statis, il y a comment aussi on inscrit les choses dans le long terme et comment, voilà, la question aussi coloniale qui est très forte. Et je pense que la dernière intervention, elle introduit bien ce qui va se passer cet après-midi, justement. Parce que, voilà, la question de la Palestine, elle tombe pas comme ça. Il fallait parler de la Palestine et de l'actualité. C'était vraiment en lien avec la première table ronde et comment elle s'articule avec celle de cet après-midi. Donc, je vais laisser Statis, Yessa, Hello peut-être répondre. Je crois que j'ai... Et on a 10 minutes pour répondre. Mais je vais... Voilà. Merci. Une des questions donc très courtes que je me pose, c'est la question vraiment par rapport à la communication au sens large, en fait, avec le bulldozer des médias actuels, et y compris par rapport à la campagne de Bardella, que moi, en l'occurrence, j'ai pas suivi, mais il semble que ça a été très efficace aussi sur les réseaux sociaux, par exemple, à destination peut-être des plus jeunes, ou en tout cas des personnes qui utilisent des... Et je me pose cette question, en fait, de quelle communication au sens très large, quelle médiatisation de valeurs autres, enfin voilà, de tout ce qui est discuté ici, et où il y a un fossé énorme par rapport à la vision du monde qui est partagée dans les médias au sens large, enfin voilà, quelques contre-pouvoirs à ce niveau-là, parce que ça pèse un poids énorme, évidemment, dans le formatage des esprits, quoi. Je vais répondre en partie un petit peu à ça. En fait, vous avez compris, moi j'étais ouvrière agricole, j'ai aussi travaillé comme femme de ménage dans un EHPAD. Et donc, beaucoup de mes collègues, alors il y avait les infirmières, qui étaient majoritairement des femmes blanches, aides-soignantes, on commençait à avoir un petit peu des personnes racisées, mais dans les femmes de ménage, c'était essentiellement des personnes racisées. Parfois des mamans solo. En fait, quand elles sortent du travail, ces personnes-là, elles sont épuisées, elles ont encore leurs enfants à s'occuper, elles doivent s'occuper de la maison, parfois du mari, et c'est des personnes qui, moi, m'ont dit mettre des bulletins pour le RN, en fait. J'ai été complètement sciée, mais oui, parce que c'est des personnes qui n'ont pas le temps de regarder, qui regardent pas les infos. Elles s'informent un petit peu par les réseaux sociaux, et du coup, forcément, ce qui ressort, c'est ce qui est le plus vu, et puis l'extrême droite a un discours qui est facilement accessible. Je veux dire, ils font pas de grands discours, de toute façon, ils proposent pas grand-chose, mais ils ont un peu des phrases chocs. Ces personnes qui travaillent, en fait, elles ont juste envie que quelqu'un balaye à leur place là où elles ont l'impression qu'il y a de la merde, pour parler comme ça, parce que c'est ce qu'elles croient, en fait. Elles voient qu'elles travaillent, qu'elles n'y arrivent pas, que leurs gamins, effectivement, à l'école, ils sont victimes de racisme, et qu'ils sont stigmatisés, que ça va être plus difficile. Elles croient en la valeur du travail, et elles se disent, moi, je veux que mon enfant, il arrive à vivre bien, et je veux pas qu'il soit assimilé, en fait, aux personnes, entre guillemets, dites parasites. Et du coup, ça, c'est la manne, en fait. C'est là où je pense que le monde ouvrier, qui est plus syndiqué non plus, va glisser des bulletins pour le RN, parce que c'est les personnes qu'on entend le plus de par les médias, et pour les personnes qui suivent plus les infos, c'est accessible sur les réseaux de partout. Après, du coup, je pense que nous, on est dans le milieu militant, on a aussi plein de conflits entre nous. On est toujours en train de traiter des trucs, en train de négocier quelque chose. Pendant ce temps-là, le RN, ils prennent la place là où on n'est pas. Ça, ils savent très bien faire. Et puis, il y a aussi le fait que, du coup, quand on se retrouve dans la rue pour manifester, on n'est pas forcément très nombreuses. Nos revendications, c'est un tout petit peu les mêmes, et du coup, on est considéré comme, et d'une, on a du temps de libre pour le faire, pour manifester. On n'est pas fatigué par le travail, en fait, nous. Et puis, moi, quand j'étais sur les ronds-points, par exemple, ce qu'on entendait, c'était mes bandes de feignants, aller au boulot. Ouais, on en sort, quoi. Mais au bout d'un moment, c'est pas ça qui est vu. Du coup, je pense que notre problème, les personnes de gauche,
c'est la communication. Effectivement, on n'est pas bon, on fait des super longs discours, on n'arrive pas à aborder, à toucher les personnes, en fait, simplement. À leur dire non, là, c'est la solution de facilité, c'est de mettre en gros le RN au pouvoir parce que on n'a jamais essayé, comme c'est dit. Ben non, en fait, mais ça va prendre du temps à expliquer et ça va prendre du temps à retourner cette situation-là parce que le terrain qu'ils ont gagné, et vu l'échéance relativement courte là qui va être par rapport aux prochaines élections, ben, il va falloir qu'on cravache un peu nous de notre côté. Hein. Je sais pas trop comment. Oui, on n'est pas bon en communication, mais surtout on n'est pas armé de la même manière, quoi. Enfin, on a affaire à une puissance incroyable. Donc c'est contre ça aussi qu'on se bat. C'est-à-dire que la com qui nous tombe dessus seconde après seconde. Moi, ma maman au téléphone qui me dit, et je le répète tout le temps, on va dire que je yoyote un peu, mais c'est quand même vrai. Ma maman me dit, de toute façon, on peut plus sortir. Ah bon, pourquoi? Bah forcément, il y a de la délinquance. Je dis, parce que la dernière fois que tu as été agressé, toi, ça remonte à quand? Ah ben non, j'ai pas été agressé. Bah alors pourquoi tu me dis ça? Parce que ta réalité, tu l'as entendue à la télé en fait. Mais ta réalité à toi, c'est quoi? Et c'est contre ça qu'on se bat. Et c'est vraiment difficile. Donc le travail qu'on mène, c'est un travail de fourmi. Vraiment un travail de fourmi. Et moi, je ne le crois pas inutile. Je crois vraiment qu'on est un organisme en fait de cellules, de petites cellules. Et ce sont ces cellules agglomérées qui feront notre force. Donc le problème, c'est que c'est long. Le problème, c'est que c'est long. Même chose pour les mobilisations. C'est très difficile de mobiliser et de mobiliser d'un seul tenant. Les mobilisations éclatent toujours d'un point comme ça. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, eh bien, tout vient en même temps. C'est peut-être la force des mobilisations italiennes qu'on n'a pas encore atteint, mais qu'on est en train de construire. Et ça met un temps fou. Et notre difficulté, c'est le temps. Et l'ennemi le sait, en fait. Voilà. Moi, juste ce que je voulais dire. Oui, j'étais interpellé sur plusieurs points. Alors, d'abord sur l'internationalisme, qui est bien sûr une valeur absolument fondamentale pour pour notre camp, le camp de l'émancipation. L'internationalisme n'est pas forcément incompatible avec une référence à la nation. Pour les nations opprimées, c'est une évidence. Hein. Je veux dire, les nations opprimées doivent lutter pour leur libération nationale. La libération nationale du peuple palestinien sert en fait aujourd'hui de miroir dans lequel se reconnaissent les opprimés du monde entier. Ils se reconnaissent dans une lutte nationale. Le drapeau, les emblèmes que nous portons tous, c'est le drapeau national palestinien, parce que c'est devenu un symbole universel de lutte contre l'oppression. Alors, du côté donc des nations opprimées, c'est comme ça a été comme ça par le passé. Hein. La génération des années 60 brandissait le drapeau du Vietnam. Hein. C'était un drapeau national, là encore. Mais c'était aussi devenu le drapeau de la lutte contre l'impérialisme et contre l'oppression. Là où les choses sont plus compliquées, c'est dans les nations dominantes. Les nations comme la France qui ont un passé justement et un présent colonial et impérialiste. On ne peut pas se réclamer de la nation dans le cas de la France sans faire ce travail de décolonisation de ces références. Mais ce travail de décolonisation, il a deux aspects, si vous voulez. Le premier, c'est reconnaître évidemment toutes les horreurs et les crimes qui ont été faits, dont la colonisation est le nom, en réalité. Mais il y a une autre partie aussi qu'il faut faire. Il faut réhabiliter les parties, l'histoire des vaincus, l'histoire des minorités qui font aussi partie de l'histoire nationale, mais que le récit dominant met complètement de côté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu en France aussi une minorité, certes, mais parfois d'ailleurs une minorité importante, qui a lutté contre le colonialisme. Et ça fait aussi partie de l'histoire du pays. Louise Michel, qui prend en déportation en Nouvelle-Calédonie, Kanaki, le parti de l'insurrection kanak, ça fait aussi partie de l'histoire de France. Les grèves ouvrières contre la guerre du Rif en 25-26, quand le Parti communiste avait encore une ligne nationaliste et qui avait attiré d'ailleurs le soutien du groupe surréaliste et d'autres intellectuels, ça fait aussi partie de l'histoire de France. Les luttes des dockers de Marseille, par exemple, pendant la guerre dite d'Indochine,
qui refusaient à l'appel de la CGT et du Parti communiste d'ailleurs à l'époque, de charger les armes à destination de l'Indochine et qui ont été réprimés à la mitraillette par les CRS et les flics. Ça fait aussi partie de l'histoire de France. Mais c'est une histoire qui est évidemment complètement tue dans le récit officiel. Donc la décolonisation, ça implique tout ça, si vous voulez. Ça implique de déconstruire un récit dominant, à la fois en reconnaissant toutes les horreurs qui ont été commises, en levant le poids du déni qui existe, mais aussi en faisant réémerger les histoires qui ont été étouffées, qui ont été mises sous silence, qui ont été tues. Et ça permet de relier nation et internationalisme, ou en tout cas une certaine idée de la nation avec le nationalisme. Très rapidement sur la fédération, c'est pas aussi forcément incompatible avec la nation. Hein. Le projet fédéral, en ce qui concerne la France, le plus frappant est celui de la Commune de Paris et des autres communes d'ailleurs qui sont apparues. Hein. Il y a eu des communes à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, etc. Il y avait plusieurs points de vue. Hein. Il y avait des points de vue, plusieurs centralisateurs. Tout ça n'était pas homogène, mais il y avait une revendication de la France, hein, qui était extrêmement forte. Hein. Partout, il y avait des drapeaux tricolores, à côté des drapeaux rouges d'ailleurs, hein, dans toutes ces communes, avec l'idée d'un pouvoir très décentralisé, hein, pour la plupart, je crois, des communards, et la notion même d'ailleurs d'un projet de commune et d'une France qui serait organisée autour d'une fédération de communes, c'était ça. Donc il n'y a pas forcément incompatibilité entre une référence de la nation, mais une vision transformée de la nation. Attention, ce que je propose ici comme nation internationaliste, comme Ouria Boutelja parle de patriotisme, même internationalisme. Moi, je préfère utiliser le mot de nation internationaliste. C'est justement le contraire de la vision dominante et bourgeoise de la nation. Et je vais terminer parce que je crois que c'est aussi ça permet de relier la question de la communication avec celle des modes d'organisation. On parle beaucoup des réseaux sociaux et évidemment du poids des grands médias, hein, qui sont maintenant entre les mains des oligarques et d'un service public qui est de plus en plus mis sous coupe réglée par le pouvoir. Mais on sait aussi que les réseaux sociaux, en général, ils contribuent plus à solidifier et à cristalliser quelque chose qui existe déjà qu'à produire du nouveau à proprement parler. C'est bien sûr une arme puissante dans le rapport de force et c'est un terrain qu'il faut investir. Mais il ne faut pas perdre de vue le fait que l'une des très grandes faiblesses de notre camp, c'est qu'il est tout simplement physiquement absent de très grandes parties du territoire. Je ne sais pas si vous avez des expériences comme ça directes, mais moi aussi, parce que je passe une partie de mon temps en Bourgogne, dans des petits villages de Lyon, hein, 3 circos sur 3 hein, de Lyon sont à victoire du RN. La plupart des gens, et surtout en dessous d'un certain âge, n'ont jamais rencontré un militant de gauche dans leur vie. Hein. Par contre, ceux qui jouent un rôle très important, et ça une enquête comme celle de Benoît Coquart, par exemple, qui est dans l'Est de la France, également une zone massivement RN a montré, c'est que dans ces zones-là, vu justement le retrait de la présence des forces militantes de la gauche, du mouvement syndical, qui ont pu exister naguère. Hein. Lyon n'était pas du tout une terre réactionnaire, hein, traditionnellement. Mais ce qui existe maintenant, si vous voulez, ceux qui forment l'opinion comme ça, à une échelle locale, au niveau des interactions quotidiennes, c'est des couches comme les petits entrepreneurs, les petits commerçants, etc. C'est-à-dire des couches traditionnellement conservatrices et même réactionnaires qui ont massivement basculé vers le RN. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'électorat populaire du RN parce que quantitativement, c'est ça qui domine, mais les scores les plus élevés du RN, c'est à la fois dans la catégorie ouvrier, surtout, employé dans un second temps, mais aussi dans la petite bourgeoisie traditionnelle, dans le milieu des petits patrons, des petits entrepreneurs, des petits commerçants, enfin de ce genre de couches, qui jouent un rôle social énorme dans ces régions et dans ces zones, parce que c'est aussi des modèles de réussite sociale. C'est des personnes qui incarnent une forme d'autorité, beaucoup plus, si vous voulez, que des modèles beaucoup plus éloignés qui sont vus avec beaucoup de méfiance. Hein. Les urbains sont vus avec une très grande méfiance. Par exemple, mais le petit patron qui a sa petite boîte de plomberie, d'électricité, le petit commerçant, etc., c'est quelqu'un qui est investi d'une forte dignité et d'une forte autorité locale. Donc, les idées que cette personne va physiquement dans des interactions en présentiel, comme on dit, diffuser,
pèse beaucoup, surtout s'il n'y a pas de contrepoids. Donc l'idée, c'est qu'il faut des contrepoids. Il faut créer, je ne sais pas comment, il faut trouver un moyen d'étendre notre maillage et notre présence, y compris dans ces régions-là. Et moi, je dois vous dire, je me sens assez mal à l'aise par le tropisme très métropole et grandes villes de la France insoumise, et parfois une certaine tendance comme ça à considérer que les gens qui sont dans des petites villes ou dans les zones rurales sont condamnés en quelque sorte sont laissés en quelque sorte, que ce terrain est déserté ou ne vaut pas la peine d'être investi, ce qui veut dire qu'il est laissé sans se battre précisément au RN et à l'extrême droite. Voilà un peu dans le désordre. Sur la Palestine et l'Italie, on va y revenir l'après-midi. Hein, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec des militants italiens. J'ai fait d'ailleurs un long entretien qui va être mis en ligne là dans les prochains jours. Pour vous dire la vérité, même j'ai interrompu ça hier soir tard parce que j'avais un train à prendre très tôt ce matin aujourd'hui. Sinon, je l'aurais déjà mis en ligne. Voilà. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a encore envie d'avoir des réactions. Le problème, c'est aussi la question du timing. Mais en fait, on va vraiment avoir du temps ensemble. Et là, et l'idée, c'est qu'il y ait vraiment des échanges. Et cette journée a été construite, en fait, pour qu'on construise tous ensemble, en fait. Donc, c'est vraiment dans tous ces espaces informels, là, qu'on va avoir ensemble, que ça va se construire. Je vais juste donner peut-être la parole à Yessa, 2 minutes pour conclure cette table ronde. Par rapport aussi à la première question qui était venue tout à l'heure autour de on n'a pas trop parlé de la Kanaki, on n'a pas trop parlé de la Martinique ou d'autres endroits aussi, et laisser ça terminer sur cette question. Voilà, qu'est-ce que aujourd'hui être militante décoloniale et qu'est-ce que ça englobe et qu'est-ce que ça revêt. Je pense que c'est intéressant et on terminera par ça. Il y a juste vous pouvez manger, etc. Toutes les participations des intervenants, elles ont été bien sûr gratuites. Hein, c'est des militants, personne ne s'est fait payer. On a juste remboursé les frais de train. Il y a eu tout ce qui est ici, il n'y a pas de bénéfice. C'est vraiment au profit de rembourser cette journée, cet événement, et d'en créer d'autres si jamais on a un peu de bénéfice. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits sous dans la caisse si vous pouvez. Donnez ce que vous pouvez pas, c'est pas grave. Ceux qui peuvent pas, on donne pas. C'est aussi ça la solidarité. Merci Yessa, je te laisse conclure cette table ronde et merci à vous tous pour votre patience et votre attention. C'est difficile de conclure. Moi, je vais revenir sur ma place de maire indigène, habitante d'un quartier qui est celui du Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie, donc qui est une ville dans une ville. Le quartier du Val-Fouré, c'est 20 000 habitants. Mantes-la-Jolie, c'est à peu près 40 000 habitants. Et évidemment, en fait, c'est un territoire où sont condensés une forme, c'est même pas une forme, il y a un apartheid et social et racial. Et alors pourquoi j'ai préféré être présentée comme militante décoloniale? Parce que évidemment, en fait, on est un peu le sud du nord. Et on ne peut pas envisager de lutte même locale, hein, je veux dire au pied de mon immeuble, dans mon quartier, sans regarder vers le sud global. D'ailleurs, les dockers italiens, ils font une démonstration qu'on peut qualifier, pour reprendre une expression de Youssef Boussouma, qui est la preuve par la Palestine. Donc, comment, en tant que maire indigène, je regarde le monde, et d'abord, il a fallu identifier l'ennemi. L'ennemi, c'est le capital. L'ennemi, c'est l'impérialisme. Et à partir de là, on peut avancer ensemble et comprendre en fait que le capitalisme, disons, a besoin en fait de gommer nos cultures originelles, nos différences, pour faire comme ça une espèce de, je prends le terme de peuple, un peuple homogène mais complètement vidé de sa substance originelle, qui au-delà finalement de faire de nous des individus, devrait nous rassembler. Donc pour pouvoir peut-être faire aussi nation, c'est revenir à ces identités individuelles pour en faire quelque chose de commun. Je pense à l'assimilation qui a fait des dégâts chez les indigènes, des quartiers, mais pas que, mais aussi comprendre que les quartiers ne sont pas des territoires homogènes. Les milieux ruraux en France ne sont pas des territoires homogènes. Donc revenir peut-être au pouvoir le plus à proximité, et on va parler aussi élection municipale, parce que c'est dans moins d'un an, faire confiance à cette gauche de rupture qui est incarnée aujourd'hui par l'AFI, sans lui donner un blanc-seing, pour reprendre l'expression de Madame Boutelja Houria,
mais être réellement des contre-pouvoirs locaux. Alors, il n'y a pas de clé. Il y a eu une question, voilà, comment s'organiser localement. Il n'y a pas de clé. Je veux dire, chaque territoire a ses particularités, mais recréer du commun et aller vers une humanité générique. Moi, je dis que les enfants de mes voisins sont mes enfants, les enfants de mon quartier sont mes enfants, et les enfants de Palestine sont mes enfants aussi. Donc, c'est difficile de conclure, mais faire commun, c'est surtout regarder dans la même direction, identifier ses ennemis et aller vers quelque chose qui est aussi porteur d'espoir. On vit une période qui est glauque, et si on porte pas nos regards un peu plus loin que ces frontières là qui nous enferment, c'est un peu voué à l'échec, quoi. Et c'est ce qui est en train de se construire là, et c'est aussi la volonté de faire peuple, faire bloc, faire peuple, pour aller vers une nation réappropriée au sens noble du terme.